Bonjour, je vous retrouve après une longue absence pour poursuivre mon œuvre de propagande transhumaniste. Le thème de cette vidéo sera la pensée néo-réactionnaire, et plus particulièrement celle de Nîmes, le fondateur du blog Rage Culture, qui a introduit la néo-réaction dans le monde francophone. Si je consacre une vidéo à ce mouvement, c'est parce que le blog Rage Culture a publié 2 lettres ouvertes, l'une adressée aux transhumanistes et l'autre aux hédonistes, et celle-ci formule des critiques contre cette philosophie, à partir bien sûr des thèses néo-réactionnaires. Puisque ces lettres ouvertes s'adressent conjointement à une philosophie politique qui correspond à l'orientation de cette chaîne, il m'a semblé intéressant d'y répondre. Cependant, plutôt que de répondre au contenu de ces lettres spécifiquement, je ferai une critique globale de la pensée de leur auteur, exposée dans le traité néo-réactionnaire, dont j'essaierai de synthétiser les thèses principales, que je critiquerai par ailleurs. Puisque les arguments présentés dans les lettres ouvertes reposent sur les fondements philosophiques posés dans le traité néo-réactionnaire, la critique du livre servira de réponse à ces arguments. Mais avant cela, je vais d'abord faire un bref exposé expliquant ce qu'est la néo-réaction. La néo-réaction, aussi connue sous le nom de Lumière sombre, est un mouvement politique antidémocratique, anti-égalitaire, anti-progressiste et accélérationniste, né dans le monde anglophone sous la plume du blogueur Curtis Yarvin, alias Mencius Mollbug, puis plus tard celle de Nick Land. Un des concepts centraux de cette pensée politique est celui de la cathédrale, une structure décentralisée comprenant la presse, les universités et la haute administration publique. Cette structure, intrinsèquement de gauche, aurait, d'après les néo-réactionnaires, piraté le système démocratique en imposant les limites des discours politiques audibles dans l'espace public, rendant ainsi le vote populaire redondant, puisque strictement balisé par les contraintes mises en place par les institutions en charge de la fabrication de l'opinion, que sont les médias et l'éducation. Alors pour Yarvin, la direction imposée par la cathédrale à la société est mauvaise. La démocratie égalitaire est d'après lui un système politique inefficace, fondé sur le mensonge et condamné à sombrer dans le chaos. L'objectif politique de Yarvin est donc de détruire la cathédrale et de permettre l'émergence d'un nouvel ordre politique et social qui sera plus efficace, plus fiable et plus libre. Nick Land, quant à lui, rejoint la néo-réaction pour des raisons différentes et très idiosyncrasiques. Il soutient la thèse que le système technologique et capitaliste, qu'il appelle le technocapital, est une entité cybernétique autonome, engagée dans un processus irréversible convergeant vers une singularité technologique. Et son idée est qu'il faut accélérer ce processus inéluctable. Et s'il rejoint la néo-réaction, c'est parce qu'il pense que la démocratie exerce sur le technocapital une boucle de rétroaction négative qui freine l'avènement de cette singularité technologique. La destruction de la cathédrale est donc une stratégie accélérationniste visant à précipiter cet avènement. Autour de ces 2 figures principales de l'école de pensée néo-réactionnaire gravitent des intellectuels moins connus, mais aussi des capitaines d'industrie. Il paraît qu'Elon Musk est proche de ce mouvement, et aussi des hommes politiques de premier plan, comme J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis. Et enfin, Rage Culture est un blog qui a introduit la pensée néo-réactionnaire dans le monde francophone. Dans ses lettres ouvertes aux transhumanistes et aux hédonistes, Nîmes s'en prend aux transhumanistes qui souhaitent rendre les hommes immortels. Et il présente les 4 arguments suivants. Il dit que la mort est une boucle de rétroaction négative nécessaire à l'évolution, qui serait l'intelligence de la biosphère, et sans la mort, il n'y aurait pas de sélection naturelle, et les mutations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, finiraient par s'accumuler. Ensuite, il dit que des êtres vivants immortels seraient contraints d'abandonner la reproduction. Il ne développe pas, mais on peut supposer que la raison est la finitude des ressources naturelles de la planète. Alors son 3e argument, c'est que même avec des technologies permettant de choisir les traits des êtres humains, ce seraient les traits des vicieux dont veulent se débarrasser les transhumanistes qui seraient sélectionnés puisqu'ils seraient nécessaires à la vie. Il évoque également l'hypothèse du phénotype révolutionnaire de Jean-François Gariepi, d'après laquelle les technologies transhumanistes devraient nécessairement être contrôlées par des intelligences artificielles qui finiraient inéluctablement, via l'évolution darwinienne, par s'émanciper de la tutelle des humains et les détruire, ou bien les incorporer comme pièces détachées au sein de leur propre système de reproduction, d'une façon analogue à ce qui se serait passé, d'après l'hypothèse du monde ARN, lorsque l'ARN a été remplacé par l'ADN comme support d'information génétique. Alors, il reformule l'argument précédent en reprenant la terminologie de Nick Land, en disant que le technocapital est destiné à devenir une entité intelligente autonome et qu'elle ne sera nécessairement pas alignée
avec les objectifs transhumanistes. Il précise néanmoins qu'il rejette la thèse de l'orthogonalité de Bostrom. Il prétend que le technocapital ne deviendra pas un maximisateur de trombone, par exemple, mais que l'humain risque fort de disparaître, de devenir obsolète malgré tout. Donc, cette série d'arguments contient déjà la plupart des thèmes essentiels de la philosophie accélérationniste de Land. Sa critique de l'hédonisme suit assez logiquement des arguments précédents. L'hédonisme serait immoral parce qu'il sert les intérêts des êtres humains. Or, le but de la vie est d'optimiser la dissipation d'énergie. Alors, j'expliquerai tout bien cette idée plus tard. Ce qui viendrait à maximiser l'intelligence. Et puisque le technocapital est la structure dissipative qui parvient le mieux, nous avons le devoir moral de le servir plutôt que de rechercher notre propre plaisir ou de poursuivre nos propres buts. Alors, tous ces arguments peuvent sembler saugrenus, et ils le sont, mais ils s'appuient sur une réflexion qui est exposée beaucoup plus en détail dans le traité néo-réactionnaire. Et donc, il faut expliquer l'ensemble des thèses de Nîmes pour comprendre la logique de son argumentation contre le transhumanisme hédoniste. Alors, je vais passer en revue ces thèses et en même temps, j'en ferai la critique. Il faut néanmoins souligner que Nîmes ne développe que rarement ces thèses sous la forme de raisonnements précis et que mes commentaires et mes objections s'appuient donc sur un travail interprétatif de ma part. Le traité de Nîmes commence par une introduction au fondement de la pensée néo-réactionnaire qui est sa conception de la modernité, qu'elle analyse comme la réunion de deux tendances contradictoires. La première est le technocapitalisme né de la révolution industrielle, ou de la Renaissance, que Land conçoit comme un système cybernétique gagnant progressivement en autonomie et en intelligence et convergeant vers une singularité technologique. Cependant, il ne pense pas que cette singularité sera au service des ambitions humaines, mais qu'elle constituera plutôt l'aboutissement de la gestation, une sorte de monstre Lovecraftien avec lequel l'humanité ne pourra plus coexister. Bien que cette prédiction apocalyptique se retrouve chez des penseurs écologistes et technophobes tels que Ted Kaczynski ou Aurélien Barraud, qui comparent le développement de la technologie à la prolifération d'un cancer, Land n'en tire pas les mêmes conclusions qu'eux et oriente au contraire son action militante dans le sens de l'accélération de la convergence vers la singularité. Une seconde tendance propre à la modernité s'opposerait à la première, ou plutôt tiendrait le rôle d'une boucle de rétroaction négative au sein du système cybernétique qu'est le technocapital, c'est la démocratie égalitariste, cette dernière étant sous le contrôle de la cathédrale. Cette rétroaction négative agit par le biais de mécanismes tels que les contraintes légales imposées aux entreprises et la régulation des marchés, mais aussi d'une manière plus subtile, comme la baisse du taux de fertilité des élites cognitives et des nations productives, qui serait la conséquence à la fois de la pression fiscale sur les membres les plus productifs de l'économie et de l'endoctrinement féministe dans les universités. Nîmes ajoute que la modernité a mis de côté des questions philosophiques essentielles telles que qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Y a-t-il une théologie qui donne un sens à la vie et à nos actions? Et enfin, qu'est-ce que l'être? Et il se donne pour but de redonner à ces questions leur légitimité, ainsi que d'y donner des réponses. Donc, que répondre à tout ceci? Tout d'abord, on peut faire remarquer que ce que Yarvin appelle la cathédrale, à savoir les médias, les universités et la haute administration publique, n'est non seulement pas uniformément orientée à gauche, mais aussi qu'elle ne semble pas vraiment contrôler l'opinion publique ni le système démocratique. En effet, de nombreux médias très puissants sont plutôt orientés à droite, et en France, c'est tout un empire médiatique qui est à la main de Vincent Bolloré, un homme de droite conservateur. D'autre part, on peine à croire que la cathédrale souhaitait le Brexit et l'élection à 2 reprises de Donald Trump, ce qui indique qu'elle n'a pas autant d'influence sur l'opinion populaire que le pensent les néo-réactionnaires. D'autre part, expliquer la baisse de fertilité des nations occidentales par l'influence délétère de la cathédrale n'explique pas pourquoi le même phénomène de dénatalité a lieu dans tous les autres pays du monde, même ceux qui ne sont pas des régimes démocratiques et dont les élites sont bien loin de partager l'idéologie humaniste et égalitaire des élites académiques et médiatiques du monde occidental. Il semble plutôt que la baisse de fertilité soit un phénomène démographique universel causé par le développement économique et l'urbanisation. Par ailleurs, Nîmes fait une caricature assez grossière de l'idéologie véhiculée par les institutions académiques et médiatiques. Il est très clair qu'elle ne rejette pas la notion de vérité objective, aussi bien dans le domaine scientifique que sur les questions morales.
Les concepts de fake news et de post-vérité sont des critiques de gauche du relativisme épistémologique. La presse et les universitaires sont très critiques du scepticisme vis-à-vis du consensus scientifique. On peut même avoir un aperçu quantitatif de la prévalence du scepticisme au sens philosophique et du relativisme dans le monde académique en se référant au sondage Phil Papers qui interroge des philosophes académiques du monde occidental pour estimer la popularité de différentes thèses dans le monde de la philosophie universitaire. Les résultats indiquent que plus de 72% des philosophes acceptent le réalisme scientifique, 62% acceptent le réalisme moral et 43% soutiennent que les valeurs esthétiques sont objectives. À la question portant sur l'existence du monde extérieur, c'est-à-dire d'une réalité objective indépendante de l'esprit, 80% des philosophes répondent qu'ils adhèrent au réalisme non sceptique et moins de 6% sont sceptiques. Pour ce qui est de la nature du concept de vérité, 51% adhèrent à la théorie de la vérité-correspondance et 24% sont déflationnistes. C'est donc faire un faux procès aux institutions honnies par les néo-réactionnaires que les accuser de promouvoir le scepticisme et le relativisme, que ce soit en épistémologie ou en éthique. De plus, contrairement à ce qu'affirment les néo-réactionnaires, le monde académique ne communie pas dans une pensée unique sans nuance. En philosophie, par exemple, on distingue de consensus clair sur à peu près aucune question. Il y a certes des points de vue plus populaires que d'autres, mais à peu près toutes les thèses en philosophie sont considérées comme tenables, même la thèse à première vue délirante qui soutient que la conscience humaine n'existe pas, c'est-à-dire le matérialisme éliminativiste. Et en dehors de la philosophie, qui est une discipline exceptionnellement ouverte, il y a des conflits parfois hostiles. Par exemple, la psychologie évolutionnaire est considérée par de nombreux universitaires comme une discipline pseudo-scientifique et réactionnaire, alors que plusieurs départements de recherche et revues à comité de lecture y sont consacrés. L'hostilité que peut rencontrer la psychologie évolutionnaire est clairement politiquement motivée, mais cela n'empêche pas la recherche de s'épanouir au sein du monde académique, ce qui prouve qu'il n'y a pas de censure implacable contre les disciplines qui sentent le soufre. Nim prétend également que la modernité est nihiliste au sens où elle rejetterait le concept de cause finale et l'idée que la vie a un sens objectif. Ici, les résultats du sondage Phil Papers vont dans ce sens, puisqu'un tiers seulement des philosophes interrogés soutiennent l'existence d'un sens de la vie objectif, un tiers pense qu'il existe mais qu'il est subjectif, et un sixième pense qu'il n'existe pas. Pour ce qui est du concept de cause finale et du langage téléologique dans les sciences naturelles, la situation est plus difficile à évaluer de manière quantitative, puisque le sondage ne proposait pas de questions sur ce thème. Mais il est clair que le concept de cause finale n'est pas du tout absent de la littérature philosophique contemporaine. En philosophie de la physique, il y a un débat très actif sur l'ajustement fin des constantes de l'univers. En philosophie de la biologie, il y a de nombreuses défenses modernes de la notion aristotélicienne de cause finale, et de manière plus générale, il est admis que le langage téléologique est inextirpable de la biologie, et le débat porte plutôt sur la possibilité de paraphraser ce type de langage en des termes purement mécanistes. Il est en tout cas faux de dire que le concept de cause finale et la téléologie ont été extirpés de la philosophie, des sciences et même de la pratique scientifique. Dans sa critique de la modernité, Nim va plus loin en soutenant que la nature même de la démocratie est le rejet de la vérité, car elle repose sur l'opinion populaire pour trancher les questions politiques. Et l'opinion populaire serait par essence le contraire de la vérité. Il confond ici la souveraineté avec les prétentions à la vérité. Sous l'Ancien Régime, la souveraineté était la prérogative du monarque absolu droit divin, mais il n'avait pas le charisme de la vérité. Ce charisme était réservé aux institutions religieuses dans des conditions bien précises. En démocratie, le peuple est souverain, mais cela n'implique pas que l'opinion populaire soit l'arbitre de la vérité. On pourrait opérer un glissement sémantique et soutenir que la monarchie absolue de droit divin a une prétention à la vérité puisqu'elle revendique une origine divine. Mais certaines démocraties revendiquent également une origine divine dans leur constitution, par exemple les États-Unis. Et par opposition à la démocratie qui serait le règne de l'opinion, il identifie le technocapital comme celui de la vérité, car il serait le seul domaine où la fausseté ne peut pas être récompensée. Pour comprendre ce qu'il veut dire par là, il faut rappeler la conception landienne du technocapital, à savoir qu'il serait littéralement un proto-organisme et une intelligence artificielle, et qu'il a donc, au sens propre, une représentation du monde. Puisque par ailleurs, le technocapital est soumis à des contraintes d'efficacité économique,
Sa représentation du monde doit être la plus vraie possible. On peut évidemment aussi donner une interprétation plus prosaïque à cette identification des technocapitales au règne de la vérité, en disant que les agents économiques dans une économie technocapitaliste doivent, pour être efficaces, avoir la meilleure compréhension du monde possible, en grande partie parce que la technologie repose sur la science. Mais comme ce que veut dire exactement Nîmes par là n'est pas plus développé, il n'est pas possible d'en faire une critique plus précise. Le projet philosophique de Nîmes commence par une tentative d'établir l'existence de la vérité. Pour cela, il recourt à l'a priori de l'argumentation de Hoppe, qui est à l'origine un argument plus complet, servant à légitimer la propriété privée en disant que la négation de ce droit serait une contradiction performative. Nîmes reprend cependant cet argument uniquement pour établir que la négation du concept de vérité serait une contradiction performative, puisque en débattre présuppose d'après lui un accord mutuel tacite sur l'existence et la nature de la vérité. On peut commencer par souligner que l'exercice même de vouloir prouver l'existence de la vérité dans le cadre d'une critique de la modernité est un peu superflu dans la mesure où la plupart des gens, y compris dans les milieux de ce que les néo-réactionnaires appellent la cathédrale, acceptent l'existence d'une vérité objective. Et d'ailleurs, mon commentaire n'a pas ici pour objet de la nier. Néanmoins, son argument reste très mauvais. En effet, le simple fait d'argumenter ne présuppose pas qu'on attribue à ce qu'on dit une valeur à l'éthique. On peut par exemple argumenter sur des questions morales, tout en étant anti-réaliste moral, et on peut discuter d'art sans croire que les jugements esthétiques sont objectivement vrais ou faux. D'autre part, il existe plusieurs concepts différents de vérité, et les philosophes ne sont pas tous d'accord sur celle qui est la plus adéquate. On peut dire que la vérité est une correspondance entre des énoncés et des faits, c'est la théorie de la vérité-correspondance, ou croire que la vérité est une propriété d'ensemble de propositions et que ces ensembles sont vrais s'ils sont cohérents, ou encore croire que la vérité est ce qu'il est utile de croire pour les humains. Tous ces concepts de vérité sont défendus en philosophie, et même chez les gens qui ne se posent pas la question de la nature de la vérité, on retrouve des intuitions différentes sur ce qu'elle est. Enfin, même si on admettait que les humains ont tous un concept identique de la vérité, ça ne prouverait pas que la vérité existe, car les humains peuvent avoir le concept d'entité fictive et peuvent aussi croire qu'une chose existe ou est possible alors que ce n'est pas le cas. Par conséquent, l'a priori de l'argumentation est insuffisant pour démontrer l'existence de la vérité. Toujours dans le chapitre sur l'épistémologie, Nîmes soutient que la connaissance repose sur des vérités a priori qui transcendent la subjectivité. Et encore une fois, il ignore totalement la littérature philosophique, qui contient des arguments en faveur du pluralisme logique, c'est-à-dire l'idée que plusieurs systèmes logiques seraient également valides, et même en faveur du nihilisme logique, qui soutient qu'il n'existe aucune loi logique universellement valide dans le langage naturel. Il fait également une critique assez absurde de l'humanisme, qui serait par essence égalitariste, car le fait même de définir la catégorie des êtres humains les mettrait automatiquement sur un pied d'égalité. On doit pour être charitable supposer qu'il veut dire que c'est la conséquence politique de la création d'une catégorie et pas la conséquence logique. Mais même avec cette interprétation, ça ne fonctionne pas puisque la société inégalitaire de l'Ancien Régime avait bien un concept d'humanité et même un concept de français sans reconnaître à tous les hommes ni à tous les Français les mêmes droits. Dans la même veine, il explique l'antiréalisme métaphysique par l'égalitarisme. Parce que le fait de considérer que des individus sont égaux impliquerait que s'ils sont en désaccord sur ce qu'ils perçoivent de la réalité, ce qui arrive en général, alors c'est que la réalité objective n'existe pas. Et pour finir, il fait remonter le nihilisme à l'antiréalisme métaphysique, car si la réalité objective n'existe pas, alors la vie est absurde. On a donc une chaîne d'implications qui passe de l'humanisme à l'égalitarisme, de l'égalitarisme à l'antiréalisme métaphysique, et de l'antiréalisme métaphysique au nihilisme. Encore une fois, il faut supposer qu'il ne parle pas d'implication logique, mais seulement politique, au sens où l'adhésion populaire à chacune des propositions dans la chaîne rend plus probable l'adoption de la suivante par le grand public, même si le passage de l'une à l'autre n'est pas forcément valide logiquement. Bien sûr, il s'agit là d'une interprétation charitable, et il n'est pas impossible que Nîmes pense que les implications sont vraiment logiques. Quant à la réponse qu'on peut apporter à l'idée que l'humanisme conduirait au nihilisme via cette chaîne causale, c'est que le passage de l'égalitarisme à l'antiréalisme métaphysique est faux, puisque très peu de gens sont antiréalistes ou nihilistes, y compris au sein du monde philosophique universitaire, pourtant acquis par ailleurs à l'égalitarisme,
puisque 44% des philosophes interrogés dans le sondage Phil Papers se revendiquent de l'égalitarisme et 27% du communautarisme. Il apparaît donc que les membres de la cathédrale qui font profession de réfléchir à ces questions philosophiques ne croient pas ce que les néo-réactionnaires comme Nîmes croient qu'ils croient. En ce qui concerne le grand public, un sondage du peuple britannique révèle que 59% croient que la vie a un sens, 15% n'en sont pas sûrs et 26% ne croient pas qu'elle en a un. Et donc on voit que, globalement, le grand public n'est pas nihiliste. Un autre objectif du traité est de réhabiliter la notion de cause finale et de manière plus générale la téléologie. Pour cela, Nîmes mobilise des principes et des concepts de la physique tels que le principe de moindre action, les lois de la thermodynamique et la notion de structure dissipative théorisée par Ilya Prigogine. Son argument est que la physique révèle que la nature obéit à des principes variationnels et que cela nous indique qu'elle résout un ou plusieurs problèmes d'optimisation, ce qui montre qu'il y a une ou plusieurs causes finales discernables dans la nature. La logique de cet argument n'est pas expliquée en détail, mais on peut la comprendre au travers des références à Leibniz faites au début du chapitre sur les causes finales. La thèse du meilleur des mondes de Leibniz avance l'idée que Dieu a créé le meilleur de tous les mondes qu'il était possible de créer. En ce sens, on peut dire que Dieu a résolu un problème d'optimisation. Dans ce cadre, le critère d'optimisation utilisé par Dieu est alors la cause finale du monde, c'est-à-dire la raison pour laquelle il a été créé. Par exemple, en admettant que Dieu a créé notre monde parce que c'est celui qui maximise le nombre d'âmes qui iront au paradis, alors on peut dire que notre monde a été créé dans le but d'amener des âmes au ciel et d'en amener le plus grand nombre possible. De façon plus abstraite, le fait d'associer la notion de cause finale à un problème d'optimisation peut être justifié par référence à la théorie du choix rationnel, qui pourrait théoriquement s'appliquer à n'importe quel agent rationnel et donc également à Dieu. Cependant, le problème fondamental dans le raisonnement qui identifie cause finale et problème d'optimisation est que l'optimalité n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante à la rationalité. En effet, dans le cas de Dieu, on peut imaginer qu'il n'y a tout simplement aucun monde qui est meilleur que tous les autres. Pour autant, ça n'empêcherait pas Dieu de faire un choix rationnel. Il pourrait par exemple choisir de créer un monde suffisamment bon. Le monde ne serait alors pas la solution d'un problème d'optimisation, mais simplement un choix arbitraire dans un ensemble d'options satisfaisantes. La rationalité, et donc la finalité, ne suppose donc pas l'optimalité. Et inversement, l'optimalité relative à un certain critère n'implique pas la rationalité. On peut par exemple jeter un dé et tomber sur le nombre 6 par hasard. On aura obtenu un résultat optimal sans qu'il soit le résultat d'un choix rationnel. Mais le problème est encore plus profond puisque pour n'importe quel nombre, on peut construire un problème d'optimisation dont il a la solution. Et pour ce qui est des équations différentielles, qui sont la forme classique sous laquelle sont exprimées les lois de la physique, on sait que, sous certaines conditions très générales, elles sont équivalentes à un problème variationnel. Ainsi, une équation différentielle choisie au hasard pourrait être exprimable sous la forme d'un principe variationnel, par pure chance. La question devient alors quel type de critère d'optimisation peut être qualifié de rationnel. Dans le cas que propose Nîmes, il y a plusieurs problèmes qui empêchent de conclure à l'existence d'une finalité rationnelle dans la nature. Le premier problème est celui du domaine d'optimisation. Certaines lois de la physique peuvent effectivement être formulées comme des principes variationnels, comme le principe de moindre action, mais ces principes nous disent seulement que la trajectoire d'un système physique est la solution d'un certain problème d'optimisation. Cela ne nous dit donc pas que l'univers dans sa globalité est la meilleure solution parmi un ensemble de mondes possibles. Les lois de la physique ne nous permettent donc pas de valider l'hypothèse du meilleur des mondes possibles de Leibniz. Concrètement, tout ce qu'on peut dire, c'est que les lois de la physique nous informent que la trajectoire de certains systèmes est la solution d'un certain problème d'optimisation, mais on ne peut pas dire que les lois de la physique elles-mêmes sont le résultat d'un problème d'optimisation. Ainsi, on ne peut pas dire que les lois de la physique sont, dans un certain sens, les meilleures possibles. Une autre manière de le dire serait que les trajectoires de certains systèmes physiques sont les meilleures possibles selon un certain critère, mais cela ne dit pas que ce critère est le meilleur possible. Alors, cependant, la notion de cause finale ne doit pas nécessairement être globale, ni supposer une intentionnalité. On pourrait dire que les causes finales sont une propriété des systèmes physiques faisant partie de l'univers plutôt qu'une propriété de l'univers tout entier. La justification du concept de cause finale dans le cas des systèmes physiques serait alors également la théorie du choix rationnel, au sens où chaque système
aurait une fonction d'utilité qui lui est propre et qui l'optimise automatiquement, même s'il ne le fait pas en délibérant. La fonction d'utilité en question serait une fonctionnelle, par exemple l'action du système, définie sur un ensemble de trajectoires possibles, qui sont les différentes alternatives, et la trajectoire effectivement réalisée par le système serait un extrémum de cette fonctionnelle. La fonction d'utilité pourrait donc être définie comme le télos, ou la cause finale, d'un système physique. Cependant, cette définition serait problématique dans la mesure où les phénomènes physiques irréversibles n'obéissent en général pas à des principes variationnels, et n'auraient donc, d'après ces définitions, pas de raison d'être. Or, la vie est un exemple de phénomène irréversible, et la vie est également un exemple de phénomène physique dont on a envie de dire qu'il a une raison d'être, en tout cas si on veut théoriser une téléologie de la nature. Le deuxième gros problème de l'argument de Nîmes est celui de la pertinence du critère d'optimisation justifiant l'existence d'une finalité dans la nature. Les principes qu'il convoque nous disent que la nature optimise des variables dont on voit mal en quoi elles sont pertinentes et sont porteuses de sens et de rationalité. Par exemple, la maximisation de la production d'entropie ressemble plus à une fatalité absurde qu'à un destin providentiel. La même chose est vraie pour la minimisation de l'intégrale de la différence entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique le long d'une trajectoire. On ne voit pas du tout en quoi la trajectoire d'un projectile a plus de sens parce qu'on sait qu'elle minimise cette intégrale. Une interprétation possible du raisonnement de Nîmes est qu'il emploie une heuristique célèbre de la cybernétique qui définit le but d'un système comme ce qu'il fait, c'est-à-dire son comportement. Cette interprétation est plausible compte tenu de ses nombreuses références à la cybernétique. Mais le problème de cette heuristique est qu'elle n'a pas vraiment de lien avec une finalité rationnelle. C'est même justement une manière de dire qu'il ne faut pas confondre le comportement d'un système avec la raison pour laquelle il est censé avoir été conçu. Par exemple, une montre cassée n'est plus, entre guillemets, faite pour donner l'heure, dès lors qu'elle est cassée, bien qu'elle ait été originellement fabriquée pour donner l'heure. Si on se sert de cette heuristique pour définir la finalité des systèmes comme leur comportement, alors expliciter ce comportement, c'est-à-dire donner une loi de la physique, n'est pas une démonstration que le système a une finalité, puisqu'on a déjà supposé que le système a une finalité dès le départ, c'est-à-dire ce que le système fait. C'est un raisonnement qui est circulaire. Cela étant dit, bien que Nîmes identifie les causes finales avec des principes d'optimisation dont on ne saisit pas la pertinence, il apparaît en filigrane qu'il pense que la véritable finalité des lois physiques n'est pas l'optimisation de l'action ou de l'entropie, mais bien de l'intelligence. Il identifie les causes finales aux lois physiques telles qu'elles sont formulées, bien qu'il commette certaines erreurs, mais ce n'est pas le plus important, mais il pense que ces lois sont équivalentes à l'optimisation de l'intelligence. Et cette idée, il la reprend textuellement de Nick Land, qui dit la chose très clairement dans son article On Chaos. Évidemment, il n'y a aucune loi physique qui dit cela, mais par des abus de langage, Nîmes tente de nous convaincre que c'est le cas. On peut reconstruire son raisonnement à partir de deux éléments. Le premier est un graphique issu d'un essai de l'astrophysicien Éric Chesson, qui montre l'énergie dissipée par unité de masse de différentes structures rapportées au moment de leur apparition dans l'histoire de l'univers. Ces structures vont des galaxies aux sociétés humaines, en passant par les étoiles, les plantes et d'autres structures remarquables. Le graphique suggère une évolution exponentielle de l'énergie dissipée par unité de masse au cours du temps. Et l'étiquetage des points de données suggère que cette quantité est une bonne approximation du niveau de complexité et d'intelligence d'une structure. Si on admet qu'une société humaine est plus intelligente qu'un humain, ce que Nîmes croit être le cas. Le second élément qui intervient dans son raisonnement est le principe de maximisation de la production d'entropie, qu'il considère être équivalent à la maximisation de la dissipation d'énergie par unité de masse. Mis ensemble, ces deux éléments semblent indiquer que les lois de la physique conduisent au développement de structures de plus en plus intelligentes, la signature de l'intelligence étant l'énergie dissipée par unité de masse. Il s'agit ici, encore une fois, d'une reconstruction du raisonnement de Nîmes, car il n'est pas présenté sous une forme syllogistique claire, il s'agit plutôt d'associations d'idées assez confuses. Mais si c'est bien son raisonnement, alors on peut pointer plusieurs problèmes. D'abord, il faut signaler que le principe de maximisation de la production d'entropie est spéculatif. On n'a aucune dérivation théorique de ce principe à partir des lois de la thermodynamique. On ne sait pas à quelle classe de phénomène il est censé s'appliquer. Et pire encore, ce que dit vraiment le principe n'est même pas clair d'un auteur à l'autre. Ensuite, la production d'entropie et la dissipation d'énergie par unité de masse sont des concepts différents et on ne voit pas de lien clair entre les deux.
Et enfin, la thèse tirée de l'essai de Chesson, affirmant que la complexité des structures de l'univers est corrélée avec la dissipation d'énergie par unité de masse, est critiquée dans une publication qui ne reproduit pas cette corrélation pour les êtres vivants. On peut aussi remarquer que, d'après le graphique de Chesson, une galaxie est moins complexe qu'une étoile. Or, intuitivement, il semble que ce soit le contraire. On comprend que le graphique de Chesson est supposé, dans la rhétorique de Nîmes, démontrer que la dissipation d'énergie est la métrique appropriée pour comprendre la scala naturae, ou l'échelle des êtres. Et le glissement sémantique qui identifie la dissipation d'énergie et la production d'entropie, associé au principe spéculatif de la maximisation de la production d'entropie, est supposé amener à la conclusion que l'univers tend à faire émerger des structures de plus en plus complexes et de plus en plus intelligentes. La finalité de la nature serait donc l'optimisation de l'intelligence. À moins qu'on ne s'arrête à ce que dit plusieurs fois Nîmes, à savoir que le sens de la vie serait littéralement de maximiser la dissipation d'énergie ou la production d'entropie. Une finalité qui semble complètement absurde si on la prend au pied de la lettre. La suite du projet philosophique de Nîmes, après avoir proposé une réhabilitation du concept de cause finale, consiste à élaborer une conception vitaliste du monde basée sur une téléologie de la thermodynamique. Le concept central dans ce vitalisme thermodynamique est celui de structure dissipative, un concept théorisé par Ilya Prigogine qui désigne un système physique ouvert, hors de l'équilibre thermodynamique, échangeant de la matière et de l'énergie avec son environnement, et à l'intérieur duquel un ordre spontané peut apparaître. Les tornades, les cellules de convection de Bénard et les êtres vivants sont des exemples de structures dissipatives. Nîmes mobilise ce concept pour l'appliquer aux sociétés humaines et en particulier à la société technocapitaliste ou technocapitale dans le vocabulaire landien. Un autre concept qu'il convoque est celui de vie avec un Y, défini par l'astrobiologiste Stuart Bartlett comme un système capable de dissiper de l'énergie, de croître par autocatalyse, de se stabiliser par des mécanismes de régulation homéostatiques et d'apprendre des informations. Cette notion est une proposition de définition abstraite la plus générale possible de la vie et un ensemble de critères qui pourraient permettre de déterminer si des entités détectées sur d'autres planètes ou des entités artificielles sont vivantes ou plutôt vivantes au sens de Bartlett. Une fois ces concepts définis, Nîmes exploite des principes et des hypothèses empruntées à la thermodynamique pour tenter de nous convaincre que le télos des structures dissipatives est la vie au sens de Bartlett et que celui de la vie au sens de Bartlett est l'intelligence. Ces principes sont bien sûr les mêmes que ceux qu'il convoque pour définir le télos ou la cause finale dans le chapitre précédent, à savoir le principe de moindre action et le principe de production maximale d'entropie. Avec ces outils rhétoriques, il construit un narratif dans lequel les systèmes physiques s'auto-organisent vers toujours plus de complexité, acquièrent une identité propre, une volonté et une intelligence. Son raisonnement aboutit alors à identifier le technocapital, qui serait la structure la plus complexe et produisant le plus d'entropie, comme une entité cybernétique autonome et intelligente. Et en ajoutant à ce narratif une conception hiérarchique de l'ordre naturel, il en vient à la conclusion que le technocapital est un être supérieur à l'humanité et que celle-ci doit le servir et accélérer sa convergence vers la singularité, moment où il sera entièrement autonome et pourra détruire les humains, ou alors les réduire à l'état d'unité utilitaire au service de ses propres buts, comme les humains se servent de protéines fabriquées dans leurs cellules pour leurs propres fonctions biologiques. Il faut souligner que dans ce narratif, le technocapital n'est pas la seule entité cybernétique autonome et intelligente. L'univers est en fait peuplé de ces êtres vivants au sens de Bartlett, parmi lesquels on trouve également les écosystèmes et la biosphère dans sa globalité, ou Gaïa, pour reprendre le terme de Lovelock. La vision du monde néo-réactionnaire adhère ainsi à l'hypothèse de Gaïa et à la théorie du climax de Clemens, deux hypothèses historiques en écologie qui sont aujourd'hui abandonnées. En dépit de cette affinité théorique avec la pensée environnementaliste, Land, et avec lui Nîmes, ne considère pas que les écosystèmes et Gaïa méritent d'être préservés de la prédation du technocapital, car celui-ci est une intelligence supérieure. Cependant, il faut noter que Nîmes pense qu'il est même possible que Gaïa et le technocapital puissent finir par coexister. Pour évaluer la thèse de Land, il faut au préalable faire une distinction entre deux interprétations possibles de celle-ci. Il y a d'un côté une hypothèse faible qui consisterait à concevoir la société technocapitaliste comme un système complexe partiellement autonome, dont le comportement n'est pas parfaitement aligné avec les préférences humaines,
et à l'intérieur duquel a lieu une compétition intense, amenant à la création d'intelligence artificielle toujours plus avancée. Et de l'autre côté, il y a une hypothèse forte qui identifie la société technocapitaliste comme un système complexe unifié, intelligent, ayant sa propre volonté et engagé dans un processus d'ontogénèse aboutissant à une singularité technologique après laquelle l'humanité n'aura plus aucun contrôle sur l'entité qui sera devenue le technocapital. La différence entre ces deux hypothèses peut paraître subtile, mais elle est fondamentale. En effet, la première hypothèse est tout à fait banale et vraie. Il est clair que personne ne contrôle la société technocapitaliste, pas même les êtres humains conçus de façon collective. L'évolution de la technologie et de l'économie a donc un certain degré d'autonomie. D'autre part, il est vrai que cette forme d'organisation sociale et économique a des aspects aliénants et dérangeants sur le plan éthique, comme le salariat, les inégalités économiques, l'augmentation de l'obésité, la perte des repères traditionnels, la baisse de la natalité, mais aussi le réchauffement climatique et l'exploitation animale. En revanche, la seconde hypothèse, qui peut sembler vouloir dire la même chose, affirme en fait une chose stupéfiante, à savoir que le système distribué, gigantesque et au contour flou qu'on appelle la société technocapitaliste est une entité intelligente avec ses propres objectifs. Cette hypothèse est fonctionnaliste et on peut souligner sa ressemblance avec l'expérience de pensée dite du cerveau chinois, dans laquelle on se demande si l'ensemble de la population chinoise pourrait être considéré comme un cerveau avec ses pensées propres si les Chinois communiquaient entre eux des signaux de façon analogue aux neurones d'un cerveau biologique. Land considère que le technocapital est un cerveau chinois et que son développement l'amènera à s'émanciper ou à prendre le contrôle de l'humanité. Il faut préciser cependant que Land ne prétend pas forcément que le technocapital a une conscience, mais seulement que c'est une intelligence artificielle équipée d'une fonction d'utilité propre et non alignée avec celle des êtres humains. Cette interprétation du concept landien de technocapital est étayée par son article Capitalisme, qui dit textuellement que le capitalisme est un être comparable à la vie terrestre, qu'il est, entre guillemets, quelque chose, en anglais it, et que ce quelque chose a une histoire et un destin. Pour déconstruire la philosophie vitaliste de Land et de Nim, il suffit de faire remarquer qu'il lui manque des ingrédients essentiels pour être plausible. Tout d'abord, il faudrait avoir une définition abstraite et formelle de ce qu'est un organisme, mais aussi de ce qu'est un agent et une intelligence. Une structure dissipative n'est évidemment pas nécessairement agentive ni intelligente, à moins de considérer que les cyclos sont intelligents. Le concept de vie au sens de Bartlett est également insuffisant, car il ne définit pas formellement les critères qui le définissent. Il est donc difficile de dire si un système les satisfait ou pas. Mais même si on admettait que le technocapital est un être vivant au sens de Bartlett, cela ne serait toujours pas suffisant pour accepter la thèse de Land, puisque le niveau d'agentivité et d'intelligence du technocapital pourrait être celui d'une colonie de fourmis ou d'un réseau de réactions chimiques très complexes comme ceux qui ont évolué aux origines de la vie sur notre planète, et qui sont eux aussi des êtres vivants au sens de Bartlett. On pourrait également employer d'autres modèles mathématiques du concept d'organisme, comme le principe de l'énergie libre ou la biologie relationnelle de Robert Rosen. Le problème est que ces formalismes sont hautement spéculatifs et abstraits, et il n'est pas clair du tout qu'ils encodent véritablement l'essence de ce qu'est un organisme, à supposer qu'une telle chose existe en premier lieu. Les mêmes remarques valent pour les définitions formelles de l'intelligence, bien que dans ce cas les choses soient moins floues, puisque les intelligences artificielles existent et que leur architecture est assez bien comprise. Mais même si nous avions des raisons convaincantes de penser que les concepts d'organisme et d'intelligence sont des catégories naturelles, que nous avions à disposition des formalismes mathématiques les définissant à un haut niveau d'abstraction, nous n'aurions toujours pas de modèle détaillé de ce qu'est la société technocapitaliste. Un tel modèle devrait faire intervenir des milliards d'individus, des centaines de millions d'entreprises, des dizaines de milliers de banques, d'universités, de centres de recherche, et il devrait aussi inclure toutes les institutions politiques interagissant avec l'économie, et probablement aussi un couplage avec le système climatique. La nécessité d'un tel niveau de détail dans un modèle économique peut ne pas sauter aux yeux, mais c'est un problème classique en modélisation. Des modèles différents ou des paramètres différents pour un même modèle peuvent produire des évolutions temporelles qualitativement différentes. Or, dans le cas de la société technocapitaliste, on n'a pas de modèle à disposition qui nous permette de faire des prédictions sur l'évolution, même seulement qualitative, de l'économie et de la technologie. Au mieux, nous avons des heuristiques et des avis d'experts pour estimer des futurs plausibles. Pour toutes ces raisons, l'hypothèse de Land ne peut pas être crédible. Dans sa version faible, elle est vraie mais banale.
mais dans sa version forte, elle relève de la science-fiction. De plus, on ne voit pas par quel mécanisme un système complexe comme la société technocapitaliste pourrait, en seulement quelques siècles, depuis son origine lors de la révolution industrielle ou de la Renaissance, évoluer les propriétés d'un organisme intelligent. Un tel niveau d'organisation peut certes apparaître de façon fortuite, nous en sommes la preuve, mais cela prend des millions d'années et suppose l'existence de mécanismes de réplication et de sélection dont on ne voit pas bien quels seraient les analogues dans le cas de la société technocapitaliste. Land mentionne le concept de mème de Dawkins et le considère comme un analogue du gène et l'unité de base de l'évolution culturelle. La société technocapitaliste pourrait alors être comprise comme un memplex issu d'un processus darwinien d'évolution culturelle. Apparemment conscient du discrédit dans lequel est tombée la mémétique, Land soutient que l'absence d'une définition précise du mème et d'un mécanisme de réplication en haute fidélité analogue à celui des gènes n'est pas une raison suffisante de rejeter le concept de mème en tant que placeholder, puisque les biologistes n'ont pas attendu la découverte du support de l'information génétique pour accepter la théorie de l'évolution. D'après lui, la nature cladistique de l'évolution culturelle indique qu'elle s'explique forcément par un mécanisme darwinien. À ça, on pourrait répondre que l'évolution culturelle est fortement réticulée, mais ce n'est pas très important puisque l'évolution biologique l'est aussi, et Land admet de toute façon que les transferts culturels horizontaux existent et jouent un rôle important dans l'apparition du technocapital. Le point principal à opposer à Land est que l'existence d'un processus naturel d'embranchement ne s'explique pas nécessairement par un mécanisme darwinien. Des exemples aussi banals que les éclairs, les deltas ou les explosions nucléaires montrent qu'une structure en arborescence peut apparaître par d'autres mécanismes que l'évolution darwinienne. Bien sûr, il n'y a rien d'inconcevable à ce que la culture puisse interagir avec les gènes et jouer un rôle important dans l'évolution. Mais faire de la culture un processus darwinien autonome et indépendant n'est pas sérieux. Par ailleurs, pour que les cultures, et en particulier le technocapital, puissent devenir des individus évolutionnaires à part entière, il faudrait un mécanisme de suppression de la compétition à l'intérieur du système, comme dans le cas des organismes biologiques multicellulaires, dont toutes les unités sont solidaires parce que, précisément, elles partagent un génome identique, ou dans le cas des colonies de fourmis, où il y a un monopole de la reproduction par la reine et où les fourmis sont toutes très proches génétiquement. Même si l'apparition de la division du travail dans l'économie peut faire penser à la différenciation cellulaire chez les organismes, l'analogie est trop pauvre puisqu'on ne voit pas ce qui serait l'analogue du mécanisme permettant la coopération synergique à grande échelle au sein de la société technocapitaliste, qui repose justement sur la compétition. Et on ne voit pas non plus ce qui jouerait le rôle de la séparation entre le soi et le non-soi dans ce système. Ces deux problèmes se posent bien entendu également pour les théories qui font des écosystèmes ou de la biosphère des organismes. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la société technocapitaliste, le climat, les entreprises et les écosystèmes sont des systèmes extrêmement complexes dont le fonctionnement n'est en général pas aligné avec les préférences des individus qui les composent. C'est le cas pour la société technocapitaliste, qui a de nombreux vices systémiques, mais n'est pas pour autant une entité avec une volonté propre hostile aux êtres humains. Aussi déplorable que le capitalisme industriel puisse être, il a néanmoins permis d'émanciper les êtres humains des vices systémiques beaucoup plus graves des sociétés pré-industrielles, que sont la famine, les épidémies et la guerre. De ce point de vue, la société technocapitaliste et démocratique fait exactement ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire nous libérer de la faim, des épidémies et des conflits violents. Seulement, la solution à ces problèmes a engendré de nouveaux problèmes, moins importants en valeur absolue, mais qui occupent nos esprits parce que c'est à ces problèmes que nous sommes confrontés et pas à ceux de nos ancêtres. Le problème de la coordination écologique se pose pour nous comme il se posait dans les sociétés pré-industrielles et comme il se pose dans les écosystèmes. L'alignement des intérêts de milliards d'individus génétiquement distincts, avec leurs propres besoins et désirs, est monstrueusement complexe et ne se résout pas spontanément, seulement ponctuellement lorsque des colonies de cellules génétiquement identiques ont plus intérêt à former une entité collective qu'à proliférer de façon indépendante, ou localement lorsque des organismes génétiquement distincts évoluent vers l'eusocialité ou entrent en symbiose par intérêt mutuel. Mais ces événements ne sont pas la norme écologique, et par conséquent, on ne peut pas dire que les systèmes complexes ont une tendance spontanée à fonctionner comme des organismes. Les systèmes complexes peuvent avoir des propriétés en commun avec les organismes, mais ces derniers sont une classe exceptionnelle du système complexe. Ils ont une frontière nettement définie, leurs parties sont coordonnées à un niveau de perfection prodigieux, et ces parties ont par ailleurs une origine clairement identifiable dans l'espace et le temps.
On peut également ajouter que les organismes biologiques servent in fine les gènes dont ils ne sont que les véhicules temporaires. C'est donc le niveau le plus bas de l'échelle de l'organisation biologique qui est le bénéficiaire ultime de l'évolution darwinienne et pas le niveau le plus élevé. C'est pourquoi il est intenable de soutenir que l'évolution sert les intérêts des espèces, des cultures ou des écosystèmes. Une fois posées les bases métaphysiques de sa philosophie, Nim construit une éthique extropianiste fondée sur le devoir d'optimiser l'extropie de la structure dissipative avec la plus grande extropie qui, à l'heure actuelle, serait le technocapital. L'extropie, dans son vocabulaire, est équivalent à la dissipation d'énergie, à la production d'entropie et à l'intelligence. Ce devoir qui nous incombe serait la conséquence de la finalité manifeste de la nature. Il y a plusieurs problèmes avec cette conception du bien. Le principal problème est celui qui se pose à toutes les éthiques de l'ordre naturel, qui prétendent tirer des principes normatifs des lois de la nature. Ce problème est que si le principe normatif en question est littéralement une loi de la nature, alors il n'y a aucune raison d'exiger qu'il soit respecté, puisque les lois de la nature ne peuvent par définition pas être enfreintes. Pour illustrer, imaginons que quelqu'un soutienne qu'il est moralement obligatoire d'obéir à la loi de la gravité. Alors c'est une règle que tout le monde respecte automatiquement, même ceux qui se jettent dans le vide. Une règle qu'il est physiquement impossible d'enfreindre est forcément superflue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut tenir compte des lois de la nature pour ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, il faut bien sûr tenir compte de la loi de la gravité pour éviter de faire des mauvaises chutes. Mais alors, la règle normative n'est évidemment pas une loi de la nature au sens propre, mais bien un jugement moral, comme l'obligation de préserver son intégrité physique, obligation à laquelle on peut déroger sans violer aucune loi de la nature. Ainsi, aucun jugement normatif ne peut se réduire à une loi de la nature. Celles-ci ne peuvent intervenir que comme des prémices factuelles, intervenant dans un raisonnement instrumental, dont la prémisse majeure doit être une obligation morale qu'il est possible de ne pas respecter. Maintenant, si le principe normatif qui est présenté comme loi de la nature ne doit pas être compris au sens propre mais figuré, et qui n'est donc pas vraiment une loi de la nature, mais un énoncé qui y ressemble seulement par analogie, alors il faut préciser le sens exact de l'analogie et justifier pourquoi le principe est bon. La force rhétorique d'un jugement de valeur exprimé sous la forme d'une loi supposée de la nature, c'est précisément qu'il semble avoir la force contraignante des véritables lois de la nature. Mais s'il la possédait vraiment, il n'y aurait aucune raison d'exiger qu'il dicte nos vies. C'est cette force rhétorique que Nim exploite en entretenant l'ambiguïté sur la nature des jugements de valeur qu'il construit en empruntant les concepts de la thermodynamique. Ainsi, il mobilise ce que François Rodier appelle dans son livre la troisième loi de la thermodynamique, qui est en fait le principe non démontré de maximisation de la production d'entropie, qu'il formule comme un principe disant que l'énergie se dissipe de plus en plus vite, et s'en sert pour justifier une politique accélérationniste. La nature accélère, alors nous aussi nous devons accélérer. Outre le fait que la généralité du principe en question n'est pas établie, on voit que le lien entre le principe thermodynamique d'un côté et la prescription politique de l'autre n'est que métaphorique. Le principe de maximisation de la production d'entropie est également interprété par Nim comme une explication de l'augmentation des inégalités. Grossièrement, l'idée est que les structures dissipatives maximisent leur production d'entropie, ce qui reviendrait à diminuer leur entropie locale. Or, la distribution de l'entropie au sens de Shannon est maximale et la distribution équiprobable. Donc, plus un système diminue son entropie, plus il s'écarte de la distribution équiprobable. Ainsi, les économies qui sont des structures dissipatives tendent naturellement à être de plus en plus inégalitaires. Alors, ce raisonnement est une reconstruction de ma part, mais il me semble que ça correspond au cheminement de pensée de Nim. Si tel est le cas, alors c'est à nouveau un raisonnement très bancal, puisque même si on concédait les premières prémices, ce qui serait déjà très charitable, il est insensé de comprendre une distribution équiprobable comme une distribution égalitaire. Et il est bien sûr encore plus saugrenu de passer de la thermodynamique ou la théorie de l'information à l'économie sans étape intermédiaire. En effet, si dans une société il y a une moitié de propriétaires, alors la distribution du statut de propriétaire est équiprobable, au sens où il y a autant de propriétaires que de gens qui ne le sont pas. Mais il est clair que cette société est inégalitaire. Même si on concède que l'argument ne se veut pas être une explication scientifique, mais une justification morale des inégalités économiques, fondée sur une analogie avec une loi supposée de la nature, cela ne fonctionnerait malgré tout pas, puisqu'il y a une confusion entre l'équiprobabilité et l'égalité. Pour soutenir que les lois de la nature ont une pertinence en éthique, Nim donne deux arguments.
Le premier est une mauvaise critique de Kant, qui consiste à dire que penser l'éthique à partir de soi plutôt qu'à partir de la nature, c'est prendre le risque de se donner des règles qu'il est impossible de respecter. Cette critique est injuste puisque Kant a écrit à de multiples reprises que l'obligation morale suppose la possibilité de faire ce qui est commandé. Et comme on l'a expliqué avant, une loi de la nature ne peut pas être une prescription morale, car elle est automatiquement réalisée, quelles que soient les actions choisies par les agents moraux. Dans une éthique déontologique, les lois de la nature ne sont que des contraintes inertes, tandis que dans une éthique conséquentialiste, ce sont des contraintes dont il faut tenir compte dans le calcul des conséquences, mais pas des objectifs à atteindre. Le second argument de Nîmes est que les lois de la nature manifestent une volonté abstraite et qu'il faut les interpréter de façon analogique ou heuristique pour agir en accord avec une sorte d'esprit des lois de la nature. Le problème avec ce raisonnement est qu'on peut donner des interprétations contradictoires de cet fameux esprit des lois de la nature. Par exemple, si on s'inspire du principe de moindre action pour gagner notre vie, alors cela peut justifier aussi bien une éthique d'épargne responsable qu'une éthique de fainéantise opportuniste. On peut dire que, de manière générale, les lois de la nature sont sous-déterminées du point de vue de leurs interprétations axiologiques. Par conséquent, il n'y a absolument aucune raison d'en faire des objectifs de l'éthique. Ce ne sont que des contraintes dont les agents rationnels doivent tenir compte pour atteindre leurs objectifs. Au-delà du problème fondamental de l'éthique proposée par Nîmes, qui est qu'elle est dérivée de façon paresseuse et imprécise de lois naturelles, il y a également quelque chose à dire de ce qu'elle considère comme étant la source de valeur intrinsèque, à savoir l'intelligence. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faut au préalable souligner que les transhumanistes hédonistes considèrent que l'intelligence est un bien, mais c'est un bien instrumental, en ceci qu'elle permet de jouir de la vie de l'esprit, et qu'elle rend possible la domination de la nature et donc la réalisation de nos objectifs. En revanche, elle n'est pas un bien intrinsèque. En effet, une intelligence suprême qui connaîtrait absolument toutes les vérités ne serait jamais qu'une entité qui détiendrait la liste de toutes les propositions vraies et pourrait y accéder instantanément et à tout moment. Or, si cette connaissance parfaite n'était accompagnée d'aucun sentiment agréable, on ne voit pas bien quel profit tirerait cette entité de son intellect. Et à l'éthique centrée sur le bien-être, Nîmes oppose l'argument de la conclusion répugnante de Parfit, dont la conclusion est qu'une population gigantesque d'individus dont la vie vaut à peine d'être vécue est préférable à une population de taille modérée, mais avec un très haut niveau de bien-être. Cet argument n'est évidemment pas une objection suffisante à l'éthique centrée sur le bien-être, puisque la conclusion répugnante est un problème en éthique des populations et concerne donc la question de la meilleure façon de distribuer le bien-être dans une population, pas celle de ce qui doit être le critère central de l'éthique. Par ailleurs, il soutient que la conjonction de l'éthique centrée sur le bien-être et de l'égalitarisme conduit à la conclusion répugnante, alors que l'égalitarisme est justement une des stratégies disponibles pour éviter la conclusion répugnante, puisqu'il permet de nier qu'ajouter des individus moins bien lotis que la moyenne à une population est une bonne chose. Néanmoins, cette solution a ses désavantages aussi. Il ne s'agit donc pas de nier que l'éthique des populations est un problème notoirement difficile et qu'il est possible qu'aucune solution parfaitement intuitive n'existe. Mais si tel était le cas, cela signifierait seulement qu'il faudrait abandonner au moins l'une de nos intuitions concernant l'éthique des populations, c'est-à-dire la façon d'ordonner les différentes répartitions possibles de bien-être dans des individus différents. Cela ne nous obligerait pas à conclure qu'il est irrationnel de considérer le bien-être comme la mesure fondamentale de l'éthique. Pour faire une analogie avec l'économie, si un investisseur se rendait compte qu'il doit abandonner au moins une de ses intuitions sur la bonne façon de placer son argent, cela ne l'obligerait pas à conclure que la gestion de son argent est une entreprise irrationnelle et vouée à l'échec. Bien que Nîmes semble adhérer à une forme de réalisme moral fondé sur l'ordre naturel, il admet néanmoins que des désaccords éthiques impossibles à résoudre par l'analyse rationnelle peuvent survenir. Et pour trancher, il propose que le critère soit ni plus ni moins que la guerre, et que le camp qui la gagne est celui qui aura alors objectivement raison, car la puissance se confond avec la détention de la vérité. Et bon, de façon amusante, d'après cette conception médiévale de la diplomatie, le cœur mondial du technocapitalisme que sont les États-Unis d'Amérique détient moins la vérité que le régime communiste du Nord-Vietnam et que le régime des talibans d'Afghanistan. Pour conclure sur l'éthique, on peut noter qu'il affirme que la conception catholique du bien est vraie.
Or, la doctrine catholique enseigne très clairement que la finalité de la vie humaine, sa raison d'être, est la jouissance de la béatitude éternelle au ciel. La nature de ce bonheur suprême, que la théologie nomme la vision béatifique, est explicitement définie comme une jouissance extatique et comme la satisfaction de tous les désirs. Les élus, en plus de jouir de l'extase de la vision immédiate de l'essence divine, auront également un corps glorieux. Ce corps ressuscité qu'ils obtiendront au jour du jugement dernier sera impassible, c'est-à-dire incapable de souffrir, subtil, c'est-à-dire affranchi des contraintes de la matière, agile, c'est-à-dire entièrement soumis à l'âme glorifiée, et enfin il sera clair, c'est-à-dire rayonnant de splendeur. Les élus seront comme des dieux, et l'énumération des plaisirs dont ils seront comblés serait un travail sans fin, nous dit le catéchisme du Concile de Trente. De tout ceci, on peut conclure que les ambitions transhumanistes sont bien plus proches de la conception catholique du bien que ne l'est le mépris néo-réactionnaire pour le bien-être. Bien sûr, la nature du bien-être envisagée par les transhumanistes n'est pas la même que celle dont parle la théologie, puisqu'il s'agit pour eux non pas d'utiliser la technologie pour contempler l'essence de Dieu, mais plutôt pour réaliser des états de conscience plus sublimes et plus exaltés que ceux que nous connaissons aujourd'hui. L'idée est que l'espace des états de conscience qu'il est physiquement possible de réaliser est immensément plus vaste que celui des états de conscience réalisés par les créatures darwiniennes que nous sommes. De la même manière que la joie qu'on peut ressentir en écoutant la 9e symphonie de Beethoven était simplement une possibilité matérielle il y a des milliards d'années, la félicité des humains augmentés et des post-humains n'existe qu'à l'état de potentialité à notre époque. Et le projet politique transhumaniste consiste à mettre en place les conditions qui permettront à cette félicité à venir d'exister. Cette façon de présenter les choses répond d'ailleurs à la critique adressée aux transhumanistes hédonistes qui consiste à nous accuser de vouloir jouir de plaisirs désordonnés. Puisque nous partons du constat que le système de la récompense dont nous avons hérité de l'évolution est intrinsèquement désordonné, puisqu'il est aligné sur les intérêts de nos gènes et pas sur ceux de notre conscience, ou de notre âme, pour employer un vocabulaire plus poétique. Par conséquent, il est évident que les joies des humains augmentés seront non seulement très différentes des nôtres, mais aussi et surtout, elles seront sélectionnées intelligemment afin qu'elles ne causent pas les désordres personnels et sociaux que la recherche du plaisir engendre chez les êtres humains actuels. C'est bien sûr un défi immense car il faudra transformer de fond en comble la constitution matérielle des êtres humains et également celle des animaux puisqu'ils font eux aussi partie des patients moraux inclus dans l'éthique transhumaniste et qu'il faudra la transformer de telle manière à ce que l'écologie post-darwinienne soit parfaitement harmonieuse. Un défi immense donc qu'il sera très difficile de réaliser, mais en tout cas, c'est cela notre objectif. Fidèle à la tradition philosophique optimiste, Nim soutient la thèse de l'unité des transcendantaux, c'est-à-dire l'idée qu'au plus haut degré d'abstraction, le vrai, le bon et le beau sont une seule et même réalité. Pour la scolastique, cette réalité est Dieu, mais une philosophie agnostique peut contourner ce vocabulaire en l'appelant l'être. Et en cohérence avec son traitement de l'éthique, Nim identifie tous les transcendantaux à la réduction d'entropie. En ce qui me concerne, j'appartiens à la tradition pessimiste et je soutiens donc la thèse que les transcendantaux sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce qui est vrai est forcément bon, ni beau, et je ne pense pas non plus que ce qui est bon soit forcément beau. En outre, je crois qu'il est possible de montrer que, sur un plan esthétique, l'axiologie de Nim ne tient pas la route. En effet, il soutient d'un côté que la société technocapitaliste est la structure dissipative qui réduit le mieux son entropie locale, et de l'autre, que la réduction d'entropie coïncide avec la beauté. Ma critique ne portera pas ici sur les propriétés thermodynamiques de la société capitaliste. Ils sont de toute façon bien trop flous pour être identifiés rigoureusement, mais plutôt sur ses propriétés esthétiques. Ce qu'on peut dire sur ce point, c'est que la société technocapitaliste est incroyablement laide. La saturation de l'espace public par la publicité, les parcs industriels, l'urbanisation chaotique, la pollution, le bruit, l'architecture fonctionnaliste dépourvue d'ornementation sont des traits caractéristiques de la société technocapitaliste qui sont, je le crois, unanimement haïs, et à juste titre, pour la souffrance que leur laideur engendre. Bien sûr, en disant ça, je ne dis pas que le capitalisme industriel est complètement mauvais, puisque, comme j'ai dit, je crois à l'indépendance des transcendantaux, et ainsi je n'ai aucun problème à soutenir que la révolution industrielle a été un bien,
parce qu'elle a émancipé l'humanité de la faim et des épidémies, mais qu'elle a par ailleurs engendré de nouvelles sources d'aliénation et considérablement enlaidi le monde. Nous avions besoin de toute la machinerie technocapitaliste pour échapper à l'oppression de la nature, mais la machine a ses propres inconvénients qu'il va falloir surmonter, ce qui ne peut se faire que grâce à de nouveaux progrès technologiques et sociaux. Nous ne savons pas s'il est physiquement possible de réaliser un ordre social parfaitement juste et harmonieux, mais c'est en tout cas le but qu'il faut viser, et la technologie est un outil indispensable pour y parvenir. Ainsi, il ne faut pas déduire de la critique légitime de la société technocapitaliste qu'il faut abandonner la technologie. En revanche, le capitalisme, lui, doit être aboli, car rien dans son principe ne peut justifier qu'il fasse partie d'un ordre social parfait. L'automatisation complète du travail humain, le développement de sources d'énergie inépuisables comme la fusion nucléaire et la coordination permise par les technologies de l'information sont quelques-uns des éléments centraux d'une économie de l'abondance compatible avec le socialisme. Il est certes possible qu'il faille supporter le capitalisme pendant encore longtemps, mais en principe, on ne voit pas pourquoi il serait la forme définitive et indépassable de l'économie plutôt qu'une contingence historique nécessitée par des contraintes technologiques et logistiques. Quant à ce qui justifie la sortie du capitalisme, c'est sa laideur morale et physique. Nim a d'ailleurs tort de prétendre que la laideur du monde moderne, qu'il ne nie pas, est le résultat du rejet des canons esthétiques classiques par l'art contemporain. Même si certains courants de l'art contemporain ont effectivement pris ce chemin, tout ça n'a absolument aucun rapport avec les nuisances esthétiques du capitalisme, que sont la pollution par le bruit, la publicité, les déchets, les automobiles, les enseignes commerciales tape à l'œil et bien d'autres abominations encore. Toutes ces nuisances n'ont d'ailleurs rien de surprenant puisque dans une économie capitaliste, le but de l'activité économique est le profit et pas l'embellissement du monde. Une société transhumaniste hédoniste, en revanche, veillerait avec le plus grand scrupule à ce que l'espace public soit un havre de beauté, de paix et d'harmonie, parce que c'est essentiel au bien-être des individus qui le fréquentent. D'une certaine manière, on peut même dire que le projet transhumaniste est artistique par nature, puisqu'il s'agit de transformer la matière pour la rendre plus sublime. Et réciproquement, l'art mobilise les techniques d'augmentation de l'homme. Les instruments de musique, par exemple, augmentent les possibilités d'expression musicale des humains. Et de façon encore plus fondamentale, l'art nous permet d'accéder à des états de conscience radicalement nouveaux, ce qui est particulièrement remarquable dans le cas de la musique, qui nous permet de ressentir des émotions qu'on ne peut pas exprimer par le langage et que nous ne ressentirions peut-être pas sans elle. Ça est parfaitement exprimé dans cet extrait de La prisonnière de Proust, qui décrit l'amour d'un homme pour une phrase musicale. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il l'avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. La musique, et l'art de manière générale, peut donc être vu comme une technologie qui transforme la matière dans le but de nous donner accès à des états de conscience qui n'existent qu'à l'état latent dans notre cerveau. Le transhumanisme veut aller plus loin en transformant le cerveau pour accéder à des états de conscience qui n'existent qu'à l'état latent dans les potentialités de la matière. Mais l'objectif est dans le fond le même, c'est-à-dire élargir le champ des expériences esthétiques accessibles. La différence avec l'art est que ce dernier peut avoir pour objet de susciter des émotions désagréables ou dérangeantes, tandis que l'hédonisme considère pour des raisons éthiques qu'il faut se restreindre à explorer les états de conscience agréables ou neutres. Néanmoins, on peut penser que l'art sert toujours in fine un but hédoniste, au sens où, même lorsque ce sont des émotions négatives qu'il cherche à créer, c'est en général pour servir un but cathartique, c'est-à-dire le soulagement des souffrances subies involontairement par les êtres humains, ce qui avait déjà été observé par Aristote à propos de la musique et de la tragédie. Ces formes d'expression artistique peuvent donc être vues comme des techniques particulières de réduction de la souffrance. On pourrait même parler de médecine de l'âme. Quant aux œuvres d'art qui déclenchent des sentiments négatifs sans intention de permettre la catharsis, ce qui pourrait être le cas des romans du Marquis de Sade ou des films gore les plus extrêmes, il est possible qu'il s'agisse de productions destinées à un public sadique ou masochiste, mais dans ce cas, on peut à nouveau mettre en évidence un but hédoniste, mais qui sert cette fois des individus atteints de paraphilie grave. Ce genre d'exploration esthétique serait bien entendu rendu
matériellement impossible dans une société transhumaniste hédoniste, puisque le substrat biologique de la souffrance serait détruit, ainsi que celui de la psychopathie. Enfin, on peut relever que Nim affirme que l'intelligence artificielle va démocratiser l'art classique et ainsi remédier à la laideur qui aurait été imposée par l'art décadent. Ce propos indique que Nim accorde tout de même une certaine valeur au principe démocratique, puisqu'il considère qu'il est important lorsqu'il s'agit d'esthétique. Comme on l'a dit, c'est le capitalisme qui est le principal responsable de la laideur du monde moderne, et pas le milieu relativement conscientiel de l'art contemporain. Au risque de nous répéter, la publicité, les déchets plastiques, les voitures, le bruit, les parcs industriels, l'architecture utilitaire, l'urbanisme entrepreneurial et spéculatif, et la junk food sont des produits du capitalisme et n'ont pas le moindre rapport avec l'art moderne. Ce sont les conséquences désastreuses d'une organisation économique fondée sur la recherche du profit. Il est certes concevable qu'une entreprise motivée par le profit puisse produire du beau si c'est ce qu'elle vend. Mais en tendance, ce ne sera pas le cas puisque la plupart des entreprises n'y consacrent pas leur activité. La seule solution contre la prolifération de la laideur est donc évidemment démocratique, au sens où c'est seulement la prise en compte du désir des citoyens de vivre dans des cadres apaisants et esthétiques qui peut contrecarrer les externalités négatives de l'activité économique capitaliste. Quant à l'exécution, l'histoire de l'urbanisme suggère qu'elle nécessitera l'intervention d'un État centralisateur, comme ce fut le cas pour la transformation de Paris sous le Second Empire par le baron Haussmann. En conclusion, le sauvetage esthétique de la société exigera de faire tout le contraire de ce que proposent les néo-réactionnaires.